l'empereur a accepté la capitulation sans condition qui lui était demandée par les Alliés. Dans les faits, c'est essentiellement les Américains qui ont eu la main sur toutes les opérations. C'est une débâcle sur les villes, puisque 60% du bâti des villes japonaises est détruit en 1945, avec en particulier une destruction massive de Tokyo, Osaka, Hiroshima et Nagasaki. On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a misé sur ce qu'on appelle les arts martiaux. C'est évidemment le type de politique éducative que les Américains n'avaient absolument pas envie de voir perdurer au Japon après 1945. Les Américains vont s'appuyer sur le baseball pour construire un partenariat avec les Japonais. Là encore, on voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu déséquilibré dans la relation que cela induit. Et ils vont s'enthousiasmer pour des estampes, mais qui ne sont pas d'une créativité folle, en dépit de leur nom qui est estampe de création, so sakuranga en japonais. Ils vont rejouer sous une forme un petit peu renouvelée la recette du japonisme de la fin du 19e siècle avec les ukiyo-e de Hokusai, de Utamaru. Mais ça va être un échec complet. Oui, c'est un livre qui porte donc sur l'occupation américaine du Japon, qui va de 1945 à 1952, pour les 4 îles principales. Et malgré qu'il s'agisse d'un sujet absolument majeur, puisqu'il s'agit quand même d'une des plus grandes économies mondiales, le Japon, qui, après avoir été au service d'un projet impérial dans les années 30-40, devient pour finir un partenaire des États-Unis et intègre, bon an, mal an, le cercle des puissances occidentales. Et donc, malgré cette importante transformation, eh bien, on n'a quasiment pas en France de travaux portant sur la façon dont les Américains s'y sont pris, et plus généralement les Alliés s'y sont pris pour transformer ce pays. On a des travaux sur l'immédiate après-guerre au Japon, certes. Il y a eu un certain nombre de thèses, de livres qui ont été publiés sur ce sujet, mais et j'ai contribué du reste à ce travail, mais on a pris essentiellement l'angle japonais. C'est-à-dire on a essayé de montrer comment les Japonais avaient réagi à la défaite, s'étaient relevés, comment ils avaient réagi à la présence américaine. Mais on n'a pas de livre en français qui présente la façon dont les Américains ont envisagé cette occupation. Et c'est à ce trou dans l'historiographie que mon livre a essayé de répondre. Le deuxième concerne la question du pragmatisme américain. Il y a plusieurs manières d'envisager un sujet de la sorte. On peut se dire, bon, si les Américains ont mis en place comme ça ce partenariat étroit avec les Japonais, un partenariat qui va être un partenariat politique, diplomatique, militaire, géostratégique, je dirais presque plus largement, c'est dû en fait à une vision impérialiste. On pourrait dire non, c'est plus important de prendre en compte des facteurs économiques, c'est vraiment une logique capitaliste qui court derrière. Il me semble que toutes ces différentes grilles de lecture ne sont pas complètement satisfaisantes pour expliquer la période, parce que on a des éléments, on a des forces qui ne correspondent pas tout à fait. On sait bien que les États-Unis sont très réticents à entrer en guerre en 1940, quand la France est envahie par l'Allemagne, même au moment du Blitz sur Londres, alors que les Anglais sont leurs alliés les plus proches, malgré les rivalités. Ils ne rentrent pas dans le conflit. Donc il y a une dimension isolationniste forte, et on la connaît aux États-Unis. Ça rentre donc un petit peu en conflit avec l'idée d'un impérialisme. Donc il y a bien sûr une forme d'impérialisme aux États-Unis, mais tout mettre sous cet angle me semblait réducteur. De la même manière, le capitalisme est évidemment un des éléments forts, mais on sait bien que pendant la guerre, il y a eu une intervention extrêmement forte de l'État dans les questions d'armement. Par conséquent, le capitalisme, qui est quand même une dévolution de responsabilité économique aux acteurs privés, n'est pas une grille de lecture parfaite. La question du pragmatisme, en particulier
particulier un pragmatisme politique, mais on pourrait presque aussi parler d'un pragmatisme philosophique, est une grille intéressante, nouvelle, pour expliquer la période. Pragmatisme politique qui s'oppose, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'idéalisme wilsonien, c'est-à-dire cette manière qu'a eu le président Woodrow Wilson au sortir de la Première Guerre mondiale d'essayer de construire une paix en se fondant sur la bonne volonté des nations, la concorde, le dialogue, qui a échoué pour les raisons que l'on connaît, et qui a permis le réarmement rapide de l'Allemagne. Le président Franklin Roosevelt, lui, a une approche qu'on dit parfois plus réaliste, qu'on dit aussi pragmatique, et c'est cette ligne que j'ai essayé de suivre. La guerre du Pacifique, c'est pas simplement un terme un peu comme ça générique qui situe sur une partie du globe ce conflit. C'est fondamentalement d'abord une guerre pour le Pacifique. C'est une guerre qui oppose deux puissances qui sont voisines d'une certaine manière, en tout cas qui bordent toutes les deux le Pacifique, les États-Unis d'une part, le Japon de l'autre, cette rivalité pour non pas tant le contrôle des ressources halieutiques ou le contrôle des ressources marines, mais le contrôle des routes. Des routes de commerce, des routes pour la défense, et aussi, bien sûr, assez rapidement aussi des routes aéronavale pour l'aviation civile et militaire naissante au début du XXe siècle. Donc ça, c'est vraiment un cadre qu'il ne faut pas oublier. Comment est-ce que cette tension se met en place? Eh bien, elle va se mettre en place sur la longue durée. Les États-Unis ont, dès le milieu du XIXe siècle, une envie de se projeter dans le Pacifique. Il faut se rappeler que l'Atlantique est encore, du point de vue américain, on le trouve dans la doctrine Monroe au fond, encore l'apanage de la Grande-Bretagne, qui est la grande puissance maritime. Par conséquent, du côté de l'Atlantique, les choses sont un peu bloquées. On ne peut pas vraiment s'étendre. En revanche, du côté du Pacifique, là, il y a beaucoup plus de possibilités. Bien sûr, il y a déjà les puissances européennes qui y sont, à commencer par la Grande-Bretagne, mais enfin, il y a de la place. Et donc, très rapidement, les États-Unis vont avoir envie de poursuivre leur conquête de l'Ouest en dépassant San Francisco et en se projetant dans le Pacifique. Et donc, on a plein de petites étapes qui se mettent en place. Une mainmise à la fin du 19e siècle sur Hawaï, mais avant, une escadre envoyée en 1852-53 au Japon pour contraindre le Japon à ouvrir les ports, la participation à la guerre de l'opium, des lois qui permettent à la marine américaine d'annexer des îlots, des petits territoires marins qui ne seraient pas occupés. Bref, on a comme ça une avancée extrêmement méthodique des États-Unis dans le Pacifique tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle et qui s'achève d'une certaine manière pour cette première phase avec la guerre contre les Espagnols aux Philippines. Donc la défaite par l'US Navy de la flotte espagnole en baie de Manille. À partir de là, donc les Philippines tombent sous la coupe américaine. C'est donc un gigantesque espace que les Américains s'arrogent, mais en même temps, on voit bien que les Japonais, eux, ça contrevient à leur volonté de dominer le Pacifique Ouest. Eux souhaitent se déployer au sud, puisque c'est essentiellement vers le sud du Japon qu'ils souhaitent se déployer. Et il y a un épisode qui est assez peu connu, mais qui va, pour moi, constituer un moment charnière, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, le Japon est aux côtés des Alliés. Il est aux côtés donc de la Grande-Bretagne, de la France, et puis plus tard des États-Unis. Et par conséquent, en 1914, quand la guerre commence, eh bien, le Japon en profite pour lancer une attaque contre les possessions allemandes dans le Pacifique, qui était tout à fait importante. C'est toute la Micronésie, en fait, à l'exception de l'île de Guam. Donc, vraiment, c'est un grand espace qui est vraiment au cœur du Pacifique Nord. Et les Américains, qui alors sont neutres au début de la guerre, peuvent rien faire. Ils sont obligés d'accepter. Ils vont essayer de négocier en 1819 au moment du traité de Versailles pour que ces territoires soient retirés aux Japonais.
mais ils vont se rendre compte qu'il y a des accords qui ont été passés entre les Japonais, et les Britanniques, les Français et les Italiens. Et donc ces territoires sont placés sous mandat des Japonais. Et c'est un gros problème pour les Américains, puisque à partir de là, il y a une sorte de verrou euh, qui est possible pour les Japonais en vue de bloquer la fameuse ouverture, la porte ouverte, la politique de la porte ouverte vers la Chine, à laquelle les États-Unis tiennent tant. Donc, ça va créer un point de crispation. Et tout ce qu'on voit ensuite, après la Première Guerre mondiale, peut aussi être interprété dans le sens d'une montée de la tension. Bien sûr, le Japon va, dans ce contexte de crise économique, de crise politique, après évidemment la chute de la Russie, de l'Empire russe et l'émergence de l'URSS. Donc il y a une crise politique assez forte à travers le monde. Dans ce contexte-là, il va y avoir des forces qui au Japon vont pousser du côté du fascisme et d'une forme de totalitarisme. Mais il y a aussi une réaction à cette nouvelle situation géopolitique avec le Pacifique comme enjeu principal, qui va amener peu à peu le Japon à s'écarter de la voie libérale, de la voie des États-Unis et à se rapprocher des pays de l'Axe. On a, quand on parle de l'occupation du Japon, très très tôt en tête l'image du général Douglas MacArthur. C'est quelqu'un qui vient du génie, puis qui est entré dans l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait une très belle carrière. Et à la fin des années 30, il est un conseiller militaire qui occupe un poste lucratif aux Philippines. Et après Pearl Harbor, il rentre dans le service actif. Il est chargé de mener les troupes pour l'US Army aux côtés de l'amiral Nimitz dans un objectif de reconquête des îles du Pacifique. Il va être nommé en 1945, juste avant la capitulation du Japon, à la tête des forces armées du Pacifique. Et quelques semaines plus tard, il va devenir ce qu'on appelle en anglais le SCAP, le Supreme Commander of the Allied Powers. D'ailleurs, cet acronyme va devenir le nom du gouvernement militaire qu'il préside, qu'il dirige, le SCAP. C'est l'équivalent du SHAEF pour le cas européen. Et donc, il est d'une part un général qui commande les forces américaines, de l'autre, au titre de SCAP, il est une sorte, et c'est comme ça que souvent il aimait se revendiquer, il est un sorte de fonctionnaire international qui gère l'occupation du Japon au nom des Alliés. Donc il y a deux branches. Il y a une branche, on va dire, de gouvernement militaire, d'administration militaire d'un territoire vaincu au nom des Alliés. Dans les faits, c'est essentiellement les Américains qui ont eu la main sur toutes les opérations. Les Russes n'ont pu que se plaindre, et les Britanniques, les Australiens, les Néo-Zélandais ont été confinés à des tâches purement, on va dire, de police militaire, de surveillance, de contrôle des frontières. Ils n'ont pas eu de responsabilité véritablement politique, sauf petites exceptions. Donc, il avait deux casquettes. Et donc, ça, c'est très important de comprendre qu'il a, d'une part, essayé d'administrer au mieux la démocratisation du Japon, la démilitarisation du Japon, la transformation donc du Japon d'un ennemi en un ami, ce qui était sa mission qui lui était conférée par Washington. D'autre part, en tant que général des forces armées du Pacifique, eh bien, il avait comme objectif d'assurer les intérêts stratégiques américains dans la zone. Et ces deux aspects, en fait, sont toujours mélangés. Et lui a passé, bien sûr, beaucoup d'énergie à essayer de réformer le Japon, mais
toujours en gardant en tête les questions stratégiques, elles sont constamment mêlées, comme on le voit dans ces échanges avec Washington. Un des points intéressants, c'est le cas d'Okinawa. Okinawa a très tôt été repéré par les stratèges américains comme un point absolument décisif sur le plan stratégique, parce que si vous regardez, si vous prenez une carte, vous voyez qu'en bas de la Chine, il y a une île, c'est Taïwan. Plus haut, une grande île, c'est le Japon. Et puis, on a l'impression que bon, bah, là, il y a un peu de place pour passer. Mais non, entre les deux, il n'y a pas de place parce qu'il y a un archipel qui s'étend, qui est l'archipel des Ryukyu ou archipel d'Okinawa. Et au milieu de cet archipel d'Okinawa, il y a une île principale qu'on appelle l'île principale d'Okinawa, qui est relativement grande, qui fait 80 km de long, donc suffisamment grande pour y établir des forces en nombre. Et les Américains, après la fameuse bataille d'Okinawa, qui se termine fin juin 1945, eh bien, vont soustraire cette île de la responsabilité du gouvernement allié, du SCAP, et directement la placer sous le contrôle de la marine, parce qu'ils ont conscience qu'elle a une valeur stratégique absolument fondamentale. Et à partir de 1948, il y a eu bien sûr des débats au sein de l'administration américaine, mais les différentes composantes du gouvernement sont d'accord, il faut garder Okinawa. Donc l'enjeu va être de nouer un partenariat avec les Japonais, parce qu'il va falloir signer un accord de paix, mais garder la main sur cette île. Et donc l'accord qui va être trouvé, c'est que le Japon va recouvrer sa souveraineté en 1952 au terme de l'accord de paix de San Francisco, mais l'île d'Okinawa va rester sous domination américaine jusqu'en 1972, et même depuis 1972 où elle a été rétrocédée au Japon, les bases sont toujours présentes et extrêmement visibles. On a en 1945 un pays qui est absolument défait. Alors bien sûr, il y a eu des pays qui ont eu davantage de morts, qui ont eu peut-être aussi des villes davantage détruites, qui ont été vraiment pris manu militari. Ce n'est pas le cas du Japon. Le Japon n'a pas été envahi par la force. Il y avait des plans d'envahissement par la force, mais il n'a pas été envahi par la force. Il y a eu, pour finir, une forme de négociation. L'empereur a accepté la capitulation sans condition qui lui était demandée par les Alliés. Ceci dit, il y a un effondrement. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un effondrement d'un empire. Le Japon s'était déployé sur une surface immense, allant donc de quasiment l'est de l'Inde jusqu'au milieu du Pacifique, jusque très bas aussi au sud, juste au nord de l'Australie. Donc on a un très large comme ça empire qui tout d'un coup s'effondre. Ça veut dire perte de colonies, ça veut dire perte de territoire sous contrôle, perte de ressources accessibles. Ça veut dire aussi énormément de colons, de soldats qui sont perdus dans la nature, qu'on n'arrive pas à ramener. Il y a entre 6 et 10 millions de Japonais qui se retrouvent en 1945 éparpillés dans les ruines de l'Empire. C'est bien sûr une ruine pour l'armée, une ruine militaire, puisque sur les 2 300 000 Japonais qui meurent dans le conflit mondial, c'est vraiment des pertes exponentielles. Et dans les derniers mois du conflit, ce sont des taux de perte de 90-95%. Qui sont enregistrés. Donc c'est absolument insoutenable. Quand on perd 90% d'une classe d'âge, on n'a plus personne pour se battre derrière. C'est une débâcle sur les villes, puisque 60% du bâti des villes japonaises est détruit en 1945, avec en particulier une destruction massive de Tokyo, Osaka, Hiroshima et Nagasaki. Les deux premières par des moyens conventionnels, même s'il y a aussi beaucoup de bombes incendiaires, et aussi, bien sûr, pour les 2 secondes, des bombardements atomiques. Enfin, c'est une débâcle industrielle, et par conséquent aussi de capacité de subsistance, puisque toute l'infrastructure
ferroviaire, industrielle est détruite. Donc on a un pays qui est vraiment en ruine, raison pour laquelle il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là afin de comprendre comment l'occupation va se passer derrière. On a très souvent, quand on pense à l'occupation du Japon, en tête l'idée que les choses se sont faites une fois que la bataille a été gagnée par les États-Unis. Et c'est là que revient la figure de MacArthur qui débarque, sa pipe, il regarde et il transforme le pays avec une négociation, accord, dialogue avec les élites japonaises, à commencer par l'empereur. Ça, c'est l'idée qui domine. Il me semble qu'elle doit être modifiée. Pourquoi? Parce que quand on regarde comment les choses ont été pensées, on voit bien que dès la période de la guerre, hein, des plans ont été mis en place, rédigés, et ils ressemblent, non pas complètement, mais ils ressemblent dans les grandes lignes à ce qui va être fait après 1945. Et donc pour comprendre l'occupation américaine du Japon, il faut sortir un petit peu de cette vision héroïque que l'on a lorsqu'on pense à l'Amérique triomphante. Et il faut plus avoir en tête justement une Amérique prévoyante, qui organise, qui met beaucoup d'accent sur la logistique, qui planifie. Donc une autre Amérique, une Amérique, comme je le dis, plus pragmatique, hein, et pour cela se reporter aux documents que l'on peut trouver. Le premier, c'est donc le manuel du gouvernement militaire que les États-Unis publient en interne bien sûr, hein, en 1940 et révisent en 1943, au terme duquel ils ont véritablement une doctrine unifiée en matière de gouvernement militaire. Et ce qui est frappant, c'est que ils cherchent à prendre le contre-pied, ou en tout cas à se distinguer des empires européens, et pour cela mettre l'accent sur la coopération, sur le respect des civils, sur le fait qu'il il va falloir, avec habileté, renverser le rapport et sortir de l'agression, sortir du face-à-face pour essayer de transformer les ennemis en amis. Et puis, il va aussi, ça de manière plus classique, mettre en place un certain nombre de procédures, définir des sections. Et quand on regarde ce qui va être fait à partir de 45-46 au Japon, on voit bien que pour une bonne part, c'est de l'application de la doctrine. Ça, c'est le premier point. Donc ce SCAP, hein, qui se structure à partir de 45 et qui véritablement arrive à son apogée en 47, hein, c'est une grosse administration qui donc fonctionne après avoir réquisitionné des bâtiments à travers le pays, surtout à Tokyo, mais on a des réquisitions à travers tout le Japon, dans toutes les grandes villes japonaises. Le SCAP a réquisitionné des locaux. Il y a à l'intérieur donc des militaires de carrière, hein. Plusieurs de ces sections sont dirigées par des proches de MacArthur, hein. Mais on a aussi un grand nombre d'experts sous contrat qui donc viennent pour conseiller le SCAP dans ses mesures, dans sa politique, qui est donc d'amener le Japon à un des armées, deux, se débarrasser des élites qui ont mené le pays à la guerre, donc tous les militaristes, les ultranationalistes, hein, réformer l'économie en démantelant les aibatsu, les grands cartels économiques, hein, et puis enfin essayer de mettre le Japon sur la route de la démocratie dans la perspective d'un accord de long terme, hein, entre les deux pays, les États-Unis et le Japon, afin, comme le disent les textes, que le Japon désormais rejoigne l'orbite, hein, des États-Unis. Il y a en anglais un terme, le terme occupation en anglais est un terme qui est polysémique, tout comme il l'est en français, mais il y a une petite nuance quand on compare les deux langues, le français et l'anglais, c'est que le mot occupation peut avoir ce sens militaire, hein, qu'on emploie jusqu'à présent, mais il a un deuxième sens, hein, qui n'est pas uniquement un loisir,
une occupation comme en français, c'est-à-dire oh, j'ai pas beaucoup d'occupation aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire. Non, en anglais, si vous trouvez dans un formulaire juste après la première rubrique nom, prénom, date de naissance, vous aurez occupation, on vous demande votre travail. Hein. Occupation, c'est votre travail. Quel est votre métier, votre travail. Donc c'est un sens qui est très important dans la culture américaine. On sait que les États-Unis ont beaucoup mis l'accent sur la notion du travail individuel. Hein. Il y a une résonance entre ces deux connotations du mot occupation en anglais. D'une part, une occupation militaire, mais qui a pour objectif, tel que je le disais tout à l'heure, de réformer les peuples pour qu'ils sortent de leur idéologie et qu'ils abordent le monde et les réalités sociales, politiques avec plus de pragmatisme. D'autre part, l'idée que les individus doivent sortir des grands moules, des grands cadres, hein, tout à fait, le nationalisme. Vous voyez, pendant la guerre, qu'est-ce qu'on faisait faire aux gens au Japon, j'entends. On leur faisait, on les faisait participer à des grands mouvements collectifs, à des grands rassemblements dans des stades, de la gymnastique collective. Vous voyez, on voulait faire sentir aux gens qu'ils appartenaient à un corps social, qu'ils ne faisaient qu'un avec la nation, qu'ils ne faisaient qu'un avec leurs concitoyens. Alors que les Américains vont faire autre chose complètement. Ils veulent transmettre le sens de l'individu. Ils veulent que chacun ait un travail qui motive les gens de l'intérieur, hein, qu'ils soient donc occupés de l'intérieur par un objectif qui leur est personnel. Donc derrière ça, bien sûr, travaillent des représentations qui viennent du protestantisme. Hein, et donc on a une confluence de ces deux imaginaires. Un imaginaire, on va dire, militaire, où on occupe les peuples pour les réformer et les amener vers la démocratie libérale, et en même temps, on occupe les individus pour les amener à s'intégrer plus aisément dans la société capitaliste. Et cela va être fait de façon méthodique à travers tous les outils qu'un gouvernement militaire comme celui des États-Unis peut mobiliser, à commencer par la religion. La religion va être un des outils que, très tôt, le SCAP, à commencer par MacArthur lui-même, va mettre en avant. MacArthur va faire imprimer un nombre colossal de Bibles pour les faire lire et circuler à travers le pays, parce qu'il avait cette idée que les Japonais, s'ils étaient devenus comme ça ultranationalistes, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le message chrétien. Donc il va y avoir comme ça un prosélytisme chrétien tout à fait assumé de la part des Américains. Ça provoquera des remous en interne, puisque tout le monde n'est pas sur la même ligne, mais c'est vraiment celle qui est défendue par MacArthur et un certain nombre d'autres autour de lui. Mais il n'y a pas que la religion, il y a bien d'autres domaines à travers lesquels ça va pouvoir s'exprimer. J'ai essayé dans ce livre donc de mettre en avant le pragmatisme américain, mais il faut évidemment avoir en tête que les choses n'ont fonctionné en fait que parce que en face, hein, c'est-à-dire côté japonais, il y a eu aussi une forme de pragmatisme. Il y a un pragmatisme général, en particulier dans l'acceptation de la défaite. On n'a pas mentionné jusqu'à présent, mais si les Japonais avaient résisté, s'ils avaient pris les armes, comme on l'a vu dans tant d'opérations que les Américains ont essayé de mener à travers le monde, où les peuples sont pas contents, donc ils continuent à se battre. On sait que le cycle de la violence aurait continué et que les choses ne se seraient absolument pas bien passées. Donc il y a une forme, en tout cas, d'acceptation de la part des Japonais de sortir de la violence et de construire la paix avec les Américains suite à la défaite de 1945. Et ça, on peut déjà dire que c'est une forme de pragmatisme. Mais j'ai eu envie aussi de mettre en avant de façon plus nette des personnes qui correspondaient bien au type de relais qu'ils attendaient dans la société japonaise. Et en effet, Tsunemi Shunsuke, c'est un personnage tout à fait fascinant, un des grands intellectuels japonais de la seconde moitié du XXe siècle,
qui, à l'âge de 17 ans, s'est retrouvé à Harvard et venait d'une très bonne famille. C'est évidemment pour ça qu'il a pu faire ce type d'études. Il s'inscrit en philosophie. Il découvre là les grands noms du pragmatisme américain, de la philosophie analytique naissante. Puis ensuite, retourne au Japon au début de la Seconde Guerre mondiale. Il est expulsé en fait des États-Unis. Rentre dans l'armée, il n'a pas le choix. Est envoyé en Indonésie. Puis finit la guerre au Japon, où là, il est désespéré de voir la bêtise des élites de son pays, le fanatisme autour de lui. Et il est bien décidé à accompagner le changement une fois la guerre terminée. Donc c'est quelqu'un qui, clairement, puisqu'il est anglophone, puisqu'il a passé du temps aux États-Unis, puisqu'il vient d'une famille très éduquée, est typiquement le genre d'intellectuel sur lesquels les Américains avaient envie de s'appuyer. Et de fait, au début, ça se passe bien. Il se reçoit, enfin, en tout cas, il est reçu de Tsutomu, il est même convoqué au bureau du SCAP, et on lui dit, est-ce que vous voudriez pas collaborer avec nous pour essayer de réformer un peu la langue japonaise. La langue japonaise est trop compliquée, il y a trop de caractères, c'est trop élitiste, c'est pas assez démocratique. Pour nous, Américains, c'est très difficile de travailler avec vous. Est-ce que vous pourriez pas essayer de mettre en place, avec les intellectuels qui sont proches de vous, une romanisation du japonais? C'est-à-dire transformer, passer des caractères chinois à l'alphabet latin. Et ça l'intéresse, Tsutomu, il est tenté, il en parle dans ses textes, c'est quelque chose dont il comprend l'utilité. Mais en même temps, il se dit, j'ai pas non plus envie d'être une marionnette dans la main des Américains, donc il se méfie aussi dans le même temps. Les années passent, et on voit bien que Tsutomu va, tout en continuant un travail de dialogue, un travail de présentation de la pensée américaine, c'est quelqu'un qui va vraiment contribuer à faire connaître la pensée américaine et l'histoire de la pensée américaine au Japon. Il va publier plein de livres, d'articles, notamment au sein de sa revue Shiso no Kagaku, c'est-à-dire la science de la pensée. Dans un même temps, il y a quelque chose qui coince. Il sent bien que les problèmes que souhaitent traiter les Américains sont toujours des problèmes à l'échelle américaine, à l'échelle du Pacifique, à l'échelle des entreprises américaines. Donc certes, c'est des approches pragmatiques, mais c'est toujours la perspective américaine qui est la leur. Alors que lui voit bien que le problème des Japonais, c'est pas ça, c'est des problèmes à beaucoup plus petite échelle, le problème des villes, c'est le problème des bases, c'est le problème de la fréquentation par les soldats américains des bars et de la prostitution qui va avec, c'est la pauvreté, c'est la rémanence encore d'une société un petit peu féodale, comme il le dit. Bref, ces problèmes ne sont pas les mêmes que ceux des Américains, et il se rend compte que en fait, il y a deux manières de penser le pragmatisme. Il y a une manière qui est américano-centrée, mais qui ne sera jamais tout à fait adaptée au Japon. Et puis il y a une manière japono-centrée, mais les Américains vont toujours réagir contre parce qu'en définitive, ce n'est pas leurs intérêts. En final, une approche strictement pragmatique, c'est-à-dire qui essaye d'envisager de résoudre les problèmes au fur et à mesure tels qu'ils se présentent, est toujours biaisée par le rapport de force qui existe entre les parties. Et ça l'amène à peu s'éloigner des États-Unis, surtout que il a des déconvenus, en particulier en 1952, il reçoit une invitation pour aller à Stanford. Donc il y a tout un dialogue qui est réel et qui est en place à cette époque entre les intellectuels japonais et les universitaires américains, mais on ne lui accorde pas de visa parce que il a, en 1941-42, été expulsé des États-Unis. Il se dit, mais bon, on m'invite d'un côté, on refuse le visa de l'autre. Bref, il y a une hypocrisie. En fait, le lien ne va pas vraiment pouvoir se faire, le dialogue ne va pas pouvoir se faire. Et puis, au même moment, il faut bien avoir en tête que, parallèlement au traité de paix qui est signé avec les États-Unis, il y a un traité de sécurité qui est signé. Et ce traité de sécurité, lui, il prévoit le maintien des bases américaines. Il prévoit que les États-Unis vont rester. Donc, certes, il n'y a plus de gouvernement militaire américain, mais l'armée américaine est là.
les forces américaines sont là, elles ne diminuent pas du tout. Il se dit, il y a une forme d'hypocrisie. L'Amérique ne souhaite pas partir, elle n'a pas été là pour démocratiser le Japon, ce qui aurait été un objectif tout à fait louable et positif. Elle est aussi là pour ses propres intérêts stratégiques, et donc à partir de ce moment-là, les trajectoires vont diverger. On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a misé sur comment dire, une éducation des citoyens, en particulier des jeunes citoyens, via ce qu'on appelle les arts martiaux, donc les budo en japonais. Et pour cela, il réforme une association qui existait déjà depuis un certain temps, qui est la Butokukai, l'association donc pour la vertu martiale, afin qu'elle soit davantage à son service, au service d'un projet d'éducation militaire de la société, et donc va pousser pour que le kendo, le judo, soit enseigné dans les écoles, mais un judo, un kendo très martial, autrement dit, qui n'est pas conçu comme un sport, c'est-à-dire comme une activité physique encadrée par des règles claires, par le comptage de points, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui serait très granulaire et qui permet d'être répété ou que l'on se situe à travers le pays. Quelque chose, au contraire, qui met en avant la résistance, le respect de l'autorité, l'acceptation de la souffrance et du mal. C'est évidemment le type de politique éducative que les Américains n'avaient absolument pas envie de voir perdurer au Japon après 1945, et donc ils vont s'en prendre très tôt à la Butokukai, et c'est d'ailleurs intéressant puisque d'une part les Américains avaient envie que dans la mesure où ils voulaient gouverner de manière indirecte, ils ont laissé un gouvernement japonais sur place. Il y a un gouvernement japonais, donc il y a un gouvernement indirect. Ils envoyaient leurs directives en anglais au gouvernement japonais, à charge pour le gouvernement japonais de les mettre en œuvre. Par conséquent, pour ça, il fallait que le gouvernement japonais ait des hauts fonctionnaires, qu'il y ait des hommes qui soient présents. Donc, ils ont très peu purgé, ils ont très peu pratiqué une politique d'épuration de la haute fonction publique. Pour cette raison-là, ils ont pratiqué de l'épuration parmi les militaires, dans un certain nombre de domaines, mais très peu dans la haute fonction publique, parce qu'ils voulaient des hommes capables de mettre en œuvre leurs réformes. La principale raison d'épuration au sein de la haute fonction publique, c'était d'avoir des responsabilités au sein de la Butokukai. Et là, il y a eu une purge tout à fait nette de hauts fonctionnaires. Preuve que les Américains, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait crucial. Donc, ils ont éliminé ces responsables, ils ont mis au chômage les professeurs qui étaient dans les écoles chargés de la formation des enfants, et ont interdit la pratique, en particulier du kendo, qui lui a vraiment été blacklisté pendant de nombreuses années. Et concernant le judo et les autres pratiques martiales, eh bien, les a contrôlés et a essayé de dialoguer avec les instances pour les transformer en des sports avec des règles unifiées au niveau national, avec un système bien clair, de sorte à ce qu'on ne soit plus dans ce régime de valeurs en vigueur pendant la guerre, et qu'on puisse avoir des simples joutes sportives, et que par conséquent, ça devienne l'équivalent d'autres formes de lutte, ce qui va permettre à partir de 1952 au judo de se réinstitutionnaliser et de connaître le succès international que l'on sait. Le baseball est un des sports, vous le savez sans doute, qui est les plus populaires au Japon. C'était le cas après la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours le cas aujourd'hui. On parle on parle tous les jours du baseball à la radio, à la télévision japonaise. Il n'est pas du tout rare de passer comme ça dans la rue et puis de regarder à l'intérieur d'une petite échoppe et on voit un match de baseball projeté. Le baseball a connu une grande popularité après-guerre, mais ce n'est pas un sport qui a imposé par les Américains à cette époque-là. Il faut bien avoir en tête que c'est déjà un sport qui est bien adopté depuis la fin du 19e siècle, certes depuis les États-Unis, avec une participation en particulier de l'enseignement
protestants, hein, des missionnaires protestants américains au Japon. Mais enfin, il est déjà bien solidement implanté au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà un petit championnat professionnel, hein. Donc c'est sur ce terreau propice, hein, où des échanges existent déjà, que cela va redémarrer. Donc il y a une espèce d'habileté américaine de dire, voilà, quels sont les endroits où il y a une possibilité, parce qu'il y a déjà des contacts, il y a déjà des liens, il y a déjà un goût pour nos sports, nos pratiques, nos valeurs, hein, sur lesquelles on va pouvoir travailler afin de construire ce partenariat et d'amener les Japonais dans notre orbite. Le baseball va être donc un des vecteurs importants de cette action, parce que c'est quelque chose qui mobilise des foules considérables, hein. Vraiment, la venue des équipes, il y en a quelques cas pendant l'occupation et juste après américaine, donc dans l'archipel, draine des foules comme quasiment jamais, hein. C'est vraiment des spectacles qui sont connus de tous. Vraiment, tous les journaux en parlent. C'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Donc, les Américains vont s'appuyer, hein, sur le baseball pour construire un partenariat avec les Japonais. Le baseball va très bien, je trouve, pour construire ce pont pragmatique entre les Japonais et les Américains. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout un sport comme le rugby, par exemple, qui suppose une sorte de mouvement organique de toute une équipe qui suit le ballon en fonction de ses mouvements. Vous voyez, le rugby, il faut faire corps. Et d'ailleurs, on dit tout le temps, quand on est un joueur de rugby, qu'il faut compter sur ses partenaires, on s'appuie sur eux. Vraiment, on fait corps. Il y a une équipe qui est une masse organique. Ça, évidemment, les Américains, ils veulent pas mettre ça en avant. Il y avait le rugby pourtant au Japon avant-guerre, hein, mais ils vont absolument chercher à éradiquer le rugby. Ça les intéresse pas du tout, parce que pour eux, ce sont des valeurs féodales, des valeurs de corps, d'unité, qui vont pas dans le bon sens, pas dans le sens de ce qu'ils veulent promouvoir. Alors que le baseball, vous voyez, ce sont des actions extrêmement segmentées, c'est très répétitif, hein. On lance la balle, on tape, on récupère si on peut, on court. C'est vraiment des petits segments. Et en plus, donc il n'y a pas de corps organique. Bien sûr, il y a des stratégies pour collaborer les uns avec les autres. On ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas individualisé complètement. Mais enfin, il y a une individualisation beaucoup plus forte que pour le rugby, par exemple. Et donc, ça correspond bien aux valeurs du pragmatisme américain. Et ça correspond bien aussi à un certain goût, hein, des Japonais pour des choses précises, nettes, claires, hein. Donc ils vont se retrouver sur le terrain du baseball. Mais là encore, on voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu déséquilibré dans la relation que cela induit, exactement comme pour tout à l'heure quand je parlais à un niveau plus général et philosophique de la question du pragmatisme. Pourquoi ? Parce que il y a beau avoir mise en avant d'un partenariat, d'un goût commun pour ce sport ou ce divertissement qu'est le baseball, il y a un déséquilibre qui est sans cesse maintenu, puisque côté japonais, il y a en permanence une fascination, un intérêt pour ce qui se passe aux États-Unis, ce qui fait que ça apporte de l'argent aux producteurs de spectacles américains, alors que côté américain, il n'y a pas le moindre intérêt pour ce qui se passe dans les championnats japonais, mais c'est la même chose pour les championnats coréens, etc. En revanche, la seule chose qui les intéresse, c'est de drainer les meilleurs dans leur propre championnat. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'échange un peu, je trouve, malsain, où tout se concentre aux États-Unis, l'argent, les meilleurs sportifs, hein, le prestige, hein, une forme donc de validation de la centralité de l'Amérique, hein. Et puis de l'autre, eh bien, les Japonais n'ont qu'à constater le caractère périphérique et secondaire de leur propre championnat, de leur propre club, de leur propre pratique. Donc je trouve que c'est tout à fait parlant pour éclairer un petit peu le monde contemporain, parce qu'évidemment, ce sont des phénomènes qui existent toujours. C'est intéressant de voir la politique artistique américaine aux États-Unis, parce que on sait que c'est vraiment le moment, la période post-1945, hein, au cours de laquelle les États-Unis s'affirment sur la scène internationale comme le nouveau leader, hein,
de la production artistique contemporaine, en rivalité directe avec Paris. S'affirme l'expressionnisme abstrait américain, les grands noms, Pollock, Franz Klein, Robert Northwell, etc. Et donc on pourrait se dire, hein, sachant que les Américains ont voulu promouvoir une nouvelle forme d'art fondée sur les grands espaces, le geste, la rupture avec la figuration, dans la mesure où au Japon, il y a des choses qui pourraient correspondre, hein. D'ailleurs, on sait que les artistes que j'ai mentionnés à l'instant sont quasiment tous intéressés à la calligraphie japonaise ou à certains aspects de la culture japonaise. On pourrait se dire, bon, bah, il y a eu un partenariat qui s'est mis en place, hein. Ils ont cherché à mettre en place un partenariat autour de ces valeurs-là. En fait, pas du tout. Pas du tout. Les responsables américains, bon, pas les artistes bien sûr, hein, mais les responsables américains, tous ceux qui comptent dans le milieu de l'art ou du marché de l'art, hein, vont avoir une autre vision et ne vont pas du tout soutenir, hein, les aspects les plus créatifs de la création japonaise. Pourquoi? Parce que dès lors que c'est un peu surréaliste, cubiste, post-cubiste, ça rappelle Paris. Ils veulent se détacher de Paris, ils veulent s'affranchir de Paris, les Américains. Donc, mettre en avant des artistes japonais qui ont dans leur art une trace, une dette vis-à-vis de la France, c'est pas habile. Donc, ils vont pas les soutenir, ou peu les soutenir. Il y a tout un courant après-guerre au Japon, un peu noir, un peu dur souvent, hein. Après les guerres, eh bien, les peuples ont souffert, donc il y a une espèce de réalisme dur, on montre la faim, on montre la misère, on montre, on montre la souffrance. Les Américains non plus, ils n'ont pas envie de montrer ça, ils ne vont pas soutenir, ils considèrent que c'est trop politique, hein, que ça se rapproche trop des intérêts des communistes, parce que ça met en avant la souffrance des peuples. Donc ils vont écarter aussi. Et donc, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose, hein, et c'est en définitive des formes relativement mineures, hein, qu'ils vont promouvoir, hein, et ils vont s'enthousiasmer pour des estampes qui ne sont pas inintéressantes, il ne faut pas non plus être trop dur, mais qui ne sont pas d'une créativité folle, en dépit de leur nom qui est estampe de création, Sosakuranga en japonais, qui sont des œuvres d'un format relativement standard, qui vont rejouer sous une forme un petit peu renouvelée la recette enfin en tout cas c'est l'objectif, la recette du japonisme de la fin du 19e siècle avec les ukiyo-e de Hokusai et de Utamaro. Mais ça va être un échec complet. Autant les grandes estampes de Hokusai, de Utamaro que vous pouvez voir au musée Guimet, eh bien elles vont féconder la création artistique en Europe. Van Gogh, Vuillard, les Nabis, bref, tant d'artistes sont inspirés de cet art de l'estampe japonais. Autant ces estampes que les Américains soutiennent après 1945 ne vont féconder rien du tout. Et personne ne va les reprendre, ce qui fait qu'il va y avoir des dizaines de milliers de ces œuvres qui vont être disséminées à travers les musées et les grandes collections américaines pendant la période 1945, milieu des années 60, mais aujourd'hui, elles sont largement dévaluées en dépit de leur intérêt, en tout cas de leur intérêt, je dirais, de témoignage. Alors, un point qui me semble tout à fait important, c'est celui de la langue. Euh, les Américains, au début, quand ils réfléchissaient à la manière d'occuper le Japon, et pas seulement le Japon, les différents pays avec lesquels ils étaient en conflit, euh, se disaient, bon, il va falloir communiquer avec les peuples, et si on veut justement changer un petit peu le logiciel, ne pas être dans un rapport colonial comme les Anglais, les Français ont pu le faire, hein, si on veut inventer un nouveau modèle, hein, ce qu'ils essayent, hein, il va falloir qu'au niveau des langues, hein, on soit plus habile. Et donc, ils mettent en place, de manière très affirmée, des programmes de formation linguistique à destination des officiers et de tous ceux qui étaient destinés donc à mener les gouvernements militaires. Et puis en fait, une fois la victoire obtenue, tout ça va s'effondrer. Cette ambition d'un dialogue, hein, va céder la place à une communication monolingue en anglais. Tous les documents qu'envoie le SCAP à destination du gouvernement japonais sont des documents en anglais, et le gouvernement japonais répond systématiquement en anglais. Il y a bien sûr beaucoup d'interprètes, de personnes d'origine japonaise qui travaillent pour les forces américaines,
Mais la production écrite est une production qui est systématiquement en anglais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'anglais, qui était la langue qu'on avait considérée comme la langue de l'ennemi pendant la guerre, eh bien très vite, elle est devenue la langue de la réussite. Parler anglais, s'exprimer en anglais, lire l'anglais, devenait un outil de réussite. Et on a beaucoup de Japonais qui ont travaillé dans des structures américaines pour surveiller leurs propres concitoyens, et ce sont des débats d'ailleurs qui ont fait rage jusqu'à relativement récemment au Japon, c'est-à-dire le fait que des élites, puisqu'ils parlaient anglais, donc des gens qui avaient été formés, qui étaient passés par l'université, se soient mis au service des Américains avec des bons salaires pour surveiller leurs concitoyens. Ça prouve donc que ces débats autour de l'occupation sont toujours vifs actuellement au Japon. Ça, c'est donc un premier élément que je trouve intéressant. Les États-Unis ont cherché à changer de modèle, ont cherché à sortir du modèle colonial, à inventer une nouvelle forme d'impérialisme, un impérialisme qui laisserait une plus grande part d'acceptation, d'initiative, d'autonomie dans leur orbite, comme je le disais tout à l'heure, mais ça ne s'est pas manifesté sur le plan linguistique, au contraire, puisqu'on voit depuis une unification toujours plus croissante de cet espace à la fois culturel, géographique, politique, géostratégique qu'est l'Occident sur les bases de la langue anglaise. Donc ça me semble quelque chose qui vraiment est une des leçons qu'on peut tirer de ce livre. Il me semble très important dans la perspective maintenant d'une réforme, d'une évolution de la société mondiale, de sortir de cette logique du tout anglais. Non pas que l'anglais ne soit pas une belle langue, mais il faut envisager un dialogue peut-être pragmatique, mais sur des bases fondamentalement plurilingues. C'est une des choses à laquelle moi je suis très très attaché dans le cadre de mon travail d'enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales.